écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron. Bien, bonsoir tout le monde. J'ai grand plaisir d'être avec vous ce soir. Et à toi, bonsoir mon ami Sébastien. Bonsoir, comment vas-tu ce soir? Très bien, merci. Et toi-même? Est-ce que ta santé est bonne? Ben, j'espère bien, oui. Est-ce que tu as pris un peu de soleil aujourd'hui? Non, très peu. Très peu. Alors, je crois que plusieurs personnes ont pu prendre du soleil aujourd'hui. C'est une température je fais une parenthèse. idéale. Toi, as-tu eu la chance de prendre du soleil aujourd'hui? J'ai cordé du bois. Ah, mon Dieu! Avec quelle mon agréable conjoint. activité. Ben oui. Mais écoute, faut faire ce travail-là dans le sens que si on va avoir du bois à chauffer l'hiver prochain, ben faut s'organiser pour qu'il sèche Et voilà. et qu'on puisse avoir du bois séché. Alors là-dessus, mon ami, j'aimerais parler à nos auditeurs pour leur dire que, avant d'aborder le thème de ce soir, leur parler de ce qu'on fait comme travail en coaching. Dans le fond, souvent, je me fais demander c'est quoi du coaching. C'est aider les gens dans le coaching en développement de l'intelligence émotionnelle. C'est les aider à développer leur capacité de mieux gérer leurs émotions pour développer cette intelligence qu'on appelle émotionnelle. Ouais. Puis, ce qu'on enseigne principalement, c'est basé sur une approche psychothérapeutique, dans le fond, qui est adaptée au coaching. C'est une approche psychothérapeutique qui a été développée par Albert Ellis. Faut faire une histoire courte, un psychologue américain. Puis ça a été vulgarisé ici au Québec par le docteur Lucien Auger. Si les gens regardent dans leur bibliothèque, fort probablement, il y a un des livres de Lucien Auger très populaire depuis des années 72, 76 à peu près, qui s'appelle « S'aider soi-même ». Oui. Alors, probablement qu'il y a des auditeurs qui vont dire, en fouillant dans leur bibliothèque, vont trouver ce livre-là. Oui. Après ça, il y a S'aider soi-même davantage et une série qui oui, une très, série très de belle, livres et de cahiers d'exercices qu'a écrit. Ça a été vraiment... il était vulgarisateur, Oui. mais aussi un écrivain prolifique. Je peux dire, pour mon plaisir personnel, je les ai tous lus et c'est vraiment... une mécanique incroyable. Exact. Alors, dans le fond, quand on parle du coaching pour développer l'intelligence émotionnelle, c'est apprendre à gérer nos émotions pour entraîner des comportements plus adéquats. Parce qu'on sait qu'il y a un lien entre nos émotions et nos comportements. Et le lien est direct, même. Il est direct, exactement. Alors, parce qu'on sait que les gens qui ont de la difficulté à gérer, identifier leurs émotions, ben souvent, ils ont des répercussions tant sur leur santé physique, leur santé mentale et sur les relations sociales. Alors, c'est pour ça qu'il est important d'être ouvert, apprendre à accueillir nos émotions, apprendre à les identifier, apprendre à les exprimer, mais surtout éviter, parce que souvent, quand on se sent mal dans notre peau, on sent des émotions intenses, on va plus tendance à les réprimer, à les refouler ou à les geler. Alors nous, on dit, au lieu de les réprimer, dégeler, ben on va apprendre à les gérer, faire avec pour diminuer l'intensité de ces émotions désagréables. Moi, je trouve même que la gestion de nos émotions, c'est être conscient de nous à ce moment-là. Exact. C'est prendre conscience de qui je suis maintenant. Parce qu'on est des êtres d'intelligence, d'une intelligence factuelle, une intelligence variable. Et on a une intelligence émotionnelle. Il y a plusieurs sortes d'intelligence, mais l'intelligence émotionnelle, c'est une à travailler, puis c'est ce qu'on fait en tant que travail. Alors, j'aborde le terme de ce soir. On va parler de une émotion particulière qui est la colère, sous forme d'impatience ou même sous forme de révolte. Alors, entre nous, là, quand j'ai mis ce thème-là sur parce qu'on a notre groupe Facebook, Apprendre à vivre heureux, ouvert à tout le monde en passant. Lorsque j'ai inscrit le thème de cette semaine, j'ai vu que tu as eu une réaction, mon ami. T'as fait grrr. Qu'est-ce que ça voulait dire, ces grrr-là? Entre toi et moi, tu sais que je suis une personne de théâtre. J'aime bien les réactions, surtout j'ai pas de difficulté à être absurde. Ce n'était rien d'autre que l'expression qui correspond à la colère. Grrr. Mais en fait, je dirais, grrr, j'aime pas la colère. En fait, je pense que effectivement, tu dois pas être la seule personne qui vit de la colère et ressent cette émotion-là. Mais on peut remarquer, lorsqu'on vit de la colère, souvent,
c'est associé à la violence. Violence verbale, à l'agressivité physique, parce que c'est associé à ces réactions. C'est rarement associé à l'amour, c'est définitivement. Ouais. Alors, mais il y a une chose qui est importante, c'est que la colère, là, la première chose qu'on peut dire qui est un avantage de la vivre, c'est que ça nous permet de dire, wow, il y a quelque chose que j'aime pas, qui se passe là, puis que j'aime pas. Fait que ça nous permet d'identifier les situations qui répondent pas à nos attentes ou à nos désirs. Fait que ça, si on peut dire qu'il y a un avantage à la colère, à cette émotion-là qui nous envahit, ben c'est cet avantage-là. Nous, on propose plutôt d'apprendre à la gérer, apprendre à s'affirmer sans colère, sans hostilité, apprendre à verbaliser ses attentes, ses désirs, apprendre à verbaliser nos attentes, mais sans agressivité. Hein, on appelle ça l'affirmation de soi sans hostilité. Exactement. Alors, si je reviens que la plupart des gens, ils vont avoir tendance pour la colère, et j'entends souvent dans mon bureau, les gens vont dire, je pose la question, d'après vous, quelle est la cause de votre colère? On me donne une situation, X, Y. Et la majorité des gens vont me dire, si je ressens cette colère-là, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ce qu'elle a fait, c'est à cause de lui, c'est à cause de l'extérieur. Oui. Alors, la plupart des gens, on se rend compte que les gens ne connaissent pas la principale cause de la colère. Émotions, entre autres. Des émotions, mais principalement de la colère. Et à partir de là, ils vont mettre la responsabilité de leur état émotionnel dans la responsabilité envers les autres. C'est les autres qui sont responsables de leur réaction. Alors qu'on va démontrer lors de l'émission de ce soir, justement, comment on peut comprendre que cette colère-là n'origine pas, c'est-à-dire l'extérieur est là, mais que c'est nous qui l'extérieur n'est que l'occasion d'une colère, effectivement. Mais est-ce que c'est nous, selon notre vision des choses, qui va provoquer cette colère-là en soi? Alors, le thème de ce soir est abordé. On va travailler aussi à comprendre comment on peut calmer les moyens pour calmer nos tensions internes. On va apprendre quels sont les moyens qu'on peut faire comme de la prévention aussi pour prévenir, ou quand on est dans la colère, comment on peut réagir. C'est le contenu de notre émission de ce soir. Merveilleux. Nous sommes de retour sur le thème de ce soir pour apprendre à vivre heureux. C'est apprendre la colère. Oui, c'est ça. Apprendre à gérer notre colère. Mais avant de prendre à gérer la colère, je pense qu'il est important pour nos auditeurs de les amener à comprendre c'est comment on la ressent, cette colère-là. Toi, là, quand tu vis de la colère, de quelle façon tu peux bien la ressentir? Moi, personnellement, c'est une émotion que je connais très peu. OK. Et que je vis très peu longtemps quand je la connais. OK. Je sais pas que je suis meilleur qu'un autre, mais j'ai la chance que c'est quelque chose que j'ai expérimenté très peu dans ma vie. OK. Et comment je m'en libère? En me disant simplement que l'autre a le droit de faire, de penser, de dire ce qu'il fait. OK, ben là, je vois que tu as appris ta leçon. On va essayer de montrer à nos auditeurs, nos auditrices, en fait, de quelle façon on va pouvoir apprendre à gérer cette colère-là. Mais pour être plus précis, c'est que la colère, là, c'est une énergie. C'est une énergie qui monte comme une vague à l'intérieur de soi. Et à partir de là, on peut ressentir justement par cette énergie-là, mettre les mots de l'agacement, de l'irritation, de l'impatience. Et plus elle monte, plus la tension va monter, plus elle va devenir de l'exaspération, de la fureur, de la rage. Alors on voit que différents niveaux, il y a différents mots qui vont exprimer cette colère-là. Comme un pourcentage d'agressivité qui monte. Je parlerai pas d'agressivité, je vais garder le mot agressivité comme étant le comportement. Ici, je parle de la sensation interne que nous provoque cette colère-là. Cette énergie, je la compare souvent à une boisson, de l'eau gazeuse dans une bouteille. La colère est comme si tu prenais la bouteille et que tu la brasses un peu. Au début, bien sûr, que l'eau gazeuse va réagir. Mais la bouteille va contenir le liquide sans trop de misère.
Mais si tu la brasses fortement, qu'est-ce qui se passe? Elle va exploser. Exact. Pourquoi? Parce que cette énergie-là veut aller vers l'extérieur. Alors, on peut représenter la colère qu'on vit à l'intérieur de nous comme cette énergie de la boisson gazeuse. Hein, ça? J'aime bien, oui. T'aimes l'exemple. Alors, ça permet aux gens de dire, ça là, c'est vraiment cette énergie-là, on peut l'identifier en soi. Et on dit, OK, quand je ressens cette forme d'énergie, un peu comme on dit, là, la moutarde me monte au nez. Il y a tellement d'expressions qui parlent de colère, qui va permettre aux gens de sentir, pour exprimer cette sensation, cette énergie négative. Plus cette énergie est là, bien sûr que au début, vaut mieux apprendre quand même à l'exprimer, même si c'est maladroitement. Pourquoi c'est mieux de l'exprimer, cette émotion de colère, plutôt que de la refouler? Parce qu'on sait que refouler nos émotions, ça entraîne plein de conséquences, plein de conséquences sur notre corps, sur même des risques de maladies et autres. Avant de proposer aux gens de l'exprimer, je leur propose généralement de la gérer. Bien, c'est parce qu'au départ, avant d'apprendre à la gérer, les gens, la majorité des auditeurs n'ont pas fait le bout de chemin que toi tu as fait. Et à partir de là, on va tenter ce soir de leur enseigner comment la gérer. Mais au départ, je dis, vaut mieux exprimer nos désaccords et notre colère plutôt que de la refouler. Bien sûr que... Je doute même. Oui, bien... Parce que ça dépend comment tu l'exprimes, ta colère. Oui, exactement. Mais, tu sais, les gens vont dire, ou les professionnels vont dire, ils vont parler de colère justifiée, une saine colère. Mais nous, là, comme tu le disais, vaut mieux, puis c'est ce qu'on veut montrer aux gens ce soir, d'apprendre à moduler, c'est-à-dire apprendre à gérer leur colère pour apprendre à vivre plus heureux. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen, au lieu d'exprimer maladroitement cette émotion-là, vaut mieux apprendre à diminuer l'intensité de la colère pour être capable d'exprimer ce qu'on vit, les insatisfactions. Et bien sûr que, bien souvent, il y a d'autres personnes qui vont utiliser, quand ils connaissent pas la façon de gérer ou moduler la colère, ils vont utiliser des moyens de défoulement, puis on va en suggérer, là. Avant d'apprendre à gérer, on peut aussi apprendre à défouler notre colère, on peut apprendre à prévenir aussi. Prévenir, j'aime bien. OK. Ça reste toujours relatif à ta façon d'exprimer ta colère. Si ta façon d'exprimer ta colère implique que tu touches physiquement une autre personne, apprends à la gérer avant de l'exprimer, là. Oui, mais parce que là, tu me parles de 2 degrés oui, mais je veux dire, on parle à des auditeurs qui décident eux-mêmes de l'intensité de ce qu'on parle dans leur tête. Ben, je vais éclaircir l'intensité pour toi et pour les auditeurs. Au début, là, on va parler... Moi, j'ai divisé ça en 2 niveaux là, pour simplifier la chose. Le premier niveau, là, on va parler des mots comme de l'agacement, de l'irritation, de l'impatience. OK? Cette émotion-là, c'est une légère tension intérieure, une énergie qui est faible à moyenne. D'accord? Quand on vit cette énergie-là, on ressent cette énergie, c'est sûr que notre corps va réagir. Comment on peut l'identifier? C'est que on va se rendre compte que le sang qu'on a est propulsé vers la tête. Les yeux s'écarquillent, les narines se dilatent, on serre les lèvres, on serre les mâchoires et les dents. Là, on commence à sentir des réactions de cette intensité de l'émotion. Et l'énergie, ça va provoquer justement des crispations, des douleurs, des crispations au cou, aux muscles des bras, l'avant-bras, et on va avoir le goût de serrer les poings. Alors, premier niveau, on n'est pas dans le niveau 2, on va aller plutôt dans le niveau 2, c'est plus l'exaspération, la fureur, la rage. Là, on est vraiment la bouteille d'eau gazeuse qu'on a vraiment bien brassée. La tension devient très intense. Et là, on veut propulser cette énergie-là vers l'extérieur. Et c'est là que s'ensuit la violence verbale et la violence physique. C'est pour ça que je fais 2 distinctions de 2 niveaux. Oui, c'est important de les faire aussi, ces distinctions-là. OK. Quand on parle de réaction, la violence verbale, on peut l'identifier par le ton de la voix qui va augmenter. Les propos vont devenir agressifs, menaçants.
accusateur. On va crier, on va blâmer l'autre, on va le menacer. Puis là, c'est le corps, lui, devient tout crispé. C'est sûr que les bras, les poings sont serrés, les gestes deviennent poussés vers l'extérieur. Et là, on va lancer des objets, on va casser, on va bousculer, on va peut-être aller jusqu'à frapper, serrer violemment l'autre, et même, on veut absolument que cette énergie-là, c'est pour contrôler l'autre, parce qu'on a dans notre tête, bien sûr, l'idée que ça devrait pas arriver ce qui se passe, ou que l'autre devrait pas agir comme ça. Ce qui est important de reconnaître, c'est quand on ressent de la colère, cette colère-là est souvent accompagnée de plusieurs autres émotions. Oui. OK? Je vais faire juste un petit parenthèse. Alors, exemple, on va vivre de la colère. Bien souvent, quand on vit de la colère, c'est parce qu'on se sent impuissant face à ce qui se passe, là. Il vient de se passer quelque chose. On ne sait pas sous notre contrôle. À partir de là, on se sent impuissant. Et là, on haït, on va vivre de la haine, on va vivre du mépris. Quand on a l'idée que ça devrait pas être comme ça, ou que l'autre aurait pas dû faire ça, ou que peu importe, qui implique le mot devoir. Exact. On va en parler tantôt, mais ce qui est important, c'est regardons les émotions qui accompagnent la colère. Souvent, quand on a vécu de la colère, tout de suite après, on va avoir honte, on va se sentir coupable, on va peut-être se taper sa tête, on va se dévaloriser. Et là, on va avoir peur. Bien souvent, après la colère, on va avoir peur des retombées, des conséquences. On peut peut-être avoir même peur du rejet de l'autre parce que si on s'est adressé à un conjoint ou une personne proche, on va avoir peur du rejet. Et là, on peut vivre du découragement, on peut aller jusqu'à la dépression à force de être souvent dans la colère. Ben, les autres émotions prennent le dessus aussi. À force de mariner dans son bouillon, oui. Exactement. Puis tantôt, je disais, la colère, ça amène aussi, si elle est exprimée ou refoulée, là, on va voir que des symptômes qui sont associés. Les gens vont avoir de la haute pression. Ils peuvent avoir des douleurs au ventre, des migraines, de l'insomnie, de la fatigue, des palpitations. On peut aller à de l'eczéma, exemple, les gens qui gardent en eux les insatisfactions puis vivent une colère, souvent de la colère, vont peut-être avoir tendance à vivre de l'eczéma. Alors, tout ça, c'est dû à des émotions qui sont pas actuellement sous notre contrôle, mais on va tenter aujourd'hui de regarder comment les gens peuvent arriver à apprendre à gérer cette colère-là. Oui, parce que même si on connaît pas tout ce que ça apporte de bénéfique de gérer nos émotions, à force de le pratiquer, on en découvre les bienfaits petit à petit. Exact. Exact. Alors, tu vois, cette colère-là, soit que nos comportements sont dirigés vers l'autre. Tu sais, on va le critiquer, je blâme, je critique, je menace l'autre. Je tente de le contrôler physiquement. Et si vous avez tendance à crier, à hurler, soit aussi ridiculiser l'autre, tendance à vous imposer, à utiliser des jurons, puis bien souvent qu'après coup, là, après une grosse colère, on va avoir tendance, si on peur que l'autre nous rejette, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de se faire pardonner. Après une crise de colère, qu'est-ce qui arrive? On veut se faire pardonner. Hein? Souvent, on va avoir des actions pour vouloir se faire pardonner. Quand c'est dirigé vers soi, bien sûr que la colère, là, on va avoir tendance, après ça, à pleurer, à s'isoler, parce que bien souvent, lorsqu'on n'est pas capable d'exprimer cette colère-là, ben on va garder le silence. On va se blâmer après avoir fait une crise de colère. On va tenter de se reprocher. Puis quand on a un trop-plein de toutes ces émotions-là, ben ça se peut qu'on ait tendance à vouloir se geler là dans l'alcool, les drogues, la médication, autant dans les excès là, que ça pourrait être les achats, les films, le sommeil ou le sexe aussi. Là, ben, t'as failli pas le dire, hein? Ben, j'ai failli pas le dire, mais je me suis permise de le dire. Pourquoi? Parce que, tu sais, je parle ici d'excès. Quand les gens sont trop pleins d'émotions, trop pleins de cette énergie négative, qu'elle soit de colère et autres émotions qui accompagnent, bien sûr que à partir de là,
le système veut expulser ou veut engourdir ce malaise-là. Puis se défouler, bien souvent, c'est une façon, tu sais, les gens vont dire, moi je vais magasiner ou je vais bouffer parce que ça me fait du bien. Dans le fond, on est en train de dire, ça fait du bien, mais on est en train juste de voir que... Ça fait du bien très temporairement. Temporairement, exactement. Alors, comme on peut voir, cette colère-là peut entraîner bien des maladies, de l'eczéma, de l'hypertension, des troubles cardiaques. Et vaut mieux prendre les moyens pour se calmer si on n'a pas encore appris à gérer notre colère, si on n'a pas encore appris à diminuer l'intensité. Ben, on va trouver ensemble des moyens pour être capable d'éviter quand la colère monte en nous, pour comment on peut réagir à cette colère-là. Nous sommes de retour, mes chers amis. Sébastien faisait la remarque que le conseil que je donnais, c'est qu'au début, bien sûr que si on vit de la colère, nous, ce qu'on recommande, c'est d'apprendre à gérer cette intensité pour avoir des comportements plus adéquats. C'est ce qu'on va voir tantôt. Mais entre refouler sa colère, on peut apprendre aussi à prévenir et éviter l'escalade de violence, l'escalade de tant la violence verbale que physique, éviter de dire des choses qu'on va regretter plus tard. Et là, on va voir quels sont les moyens qu'on peut prendre pour éviter, là. On a parlé de 2 niveaux, si tu t'en souviens bien. Le niveau 1, on parlait un bas niveau à moyen, celui de l'agacement, de l'irritation, de l'impatience. Lorsqu'on ressent cette énergie, dans le fond, la bouteille d'eau gazeuse, là, est pas en explosion, là. Elle est brassée légèrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut apprendre à respirer et se concentrer sur la respiration. Faire descendre la pression un peu. Oui, pour faire descendre, quand on se concentre sur la respiration plutôt. Alors, quand on se concentre sur la respiration, ça va changer nos idées de place dans notre tête. Absolument. Et à partir de là, on va sentir un peu moins de pression. Mm-hmm. Il y a une autre façon, on peut compter à rebours, puis on peut prendre le compte de 20 en diminuant. À la limite, commence à 3000 en descendant s'il faut. Mais disons que si tu vis de l'irritation, de l'agacement, tu comptes de 20 en descendant, puis tu fais attention à chacun des chiffres que tu dois te rappeler. Pour pas te tromper, oui. À partir de là, ton esprit est occupé au décompte, et là, il y a une chance... Que les neurones se mettent à off quelques instants. Exactement, comme tu me disais tantôt. Et une autre chose qu'on peut faire, c'est se poser la question. Est-ce que mon attente, mon désir est si important d'être comblé dans l'immédiat? Tu sais, je vais prendre l'exemple d'un parent qui va être agacé ou irrité parce que le jeune laisse son sac d'école à la porte de la maison. Au lieu d'arriver à vivre puis d'escalader cette colère-là pour aller jusqu'à la rage, si la personne se dit « est-ce si important ?» À partir du moment où on va dire « est-ce que c'est si important dans l'instant immédiat ?» Ça va dédramatiser un peu et on va voir qu'on peut prendre des moyens pour aviser l'enfant, lui rappeler la directive. Et à partir de là, quand on fait cette notion de « est-ce si important dans les médias », ça va dédramatiser un peu et on va avoir tendance à diminuer un peu l'intensité de notre colère. Et pour diminuer l'intensité de votre colère, un autre bon truc, souvenez-vous, v'là 20 ans, vous le faisiez, vous aussi. Bien sûr qu'on va avoir tendance à être plus exigeant vers nos enfants, hein, c'est ce qui arrive souvent. Fait que là, j'ai parlé de la première intensité. Lorsqu'on vit la colère au niveau 2, tu sais, l'exaspération, la fureur, la rage, à partir de là, oubliez ça, là, votre possibilité de contrôler vos réactions agressives et violentes, c'est presque pas possible. Parce que l'émotion, comme la bouteille d'eau gazeuse... bypasser la conscience. T'oublies ça, il y a plus de possibilité de contrôle. Alors, l'important, là, c'est aviser l'autre que vous voulez vous retirer. Dites-lui, je veux pas faire de choses regrettables. Je vais pas dire des choses qui vont dépasser ma pensée. J'aime mieux me retirer. Avisez-la et retirez-vous de la situation.
À partir de là, on peut prendre quelques minutes en retrait, soit vous s'isoler ou prendre une marche. Et à partir de là, c'est très aidant pour pouvoir diminuer cette pression-là. Mhm. Puis on attend de revenir à la discussion quand on sent que l'intensité de notre colère est diminuée, bien sûr. Oui, et en se souvenant que le temps est très relatif, donc vous pouvez prendre votre temps. Exact. Alors, si on revient aux deux niveaux, au premier niveau, on peut tenter quand même une certaine discussion en se recomptant dans notre tête et à rebours. Mais quand ça dépasse le niveau 2, oubliez ça. Vous êtes mieux là de vous retirer de la situation parce que la colère, là, à ce moment-là, fort probablement, ça va avoir des réactions agressives et violentes. Ouais, la colère engendre la guerre. Et oui, effectivement. Puis, tu sais, quand on est envahi d'une colère, puis tantôt, je dis, on va aller prendre une marche, là. Mais, vous savez, une façon de défouler cette colère-là, quand elle est en nous, là, on peut crier dans un endroit clos, sans danger. Exemple, dans votre auto. Mhm. Ben, défouler cette énergie-là, tu sais, on dit lever le bouchon, là, puis exprimer cette énergie-là dans votre auto. Vous pouvez apprendre à frapper dans une oreiller sur un matelas. Vous pouvez prendre une douche. Et je vous dis que prendre une douche, oui, ça élimine les énergies. Parce que le temps que l'eau coule sur notre corps, ça fait baisser la pression intérieure. Bien sûr que il y a un autre moyen qu'on peut prendre quand on est trop enragé. On peut peut-être prendre le moyen d'écrire notre attente pour ensuite soit la partager, soit donner notre... quand on aura relu après qu'on sera dégrisé un peu, soit relire ou partager à notre conjoint ou à la personne avec qui on a eu cette discussion. L'altercation. Oui, oui. On peut après ça faire part de par écrit de nos attentes. Puis vous savez, si vous êtes n'êtes pas encore habile à gérer votre colère, vous pouvez, comme plusieurs, apprendre à faire de la relaxation. Je pense, on a entendu tantôt, lors de l'émission précédente, on a proposé une relaxation. Bien, je pense que ça peut être extraordinaire pour éviter les moments de colère, pour relaxer notre corps avant d'entreprendre. Qu'on peut pas être en colère et relaxé en même temps. Non. Faut faire un choix. Mais si on est relaxé, on peut relaxer avant d'entreprendre une discussion. Oui. Soit faire du sport. Il y a plein de moyens, là. Puis on en a parlé la semaine passée, mais si on a de la difficulté à gérer notre colère, mais parler de nos insatisfactions à une amie va nous permettre justement de voir plus clair et après ça, de pouvoir partager à la personne concernée sans déborder trop d'énergie intense et d'avoir des gestes qu'on va regretter. Là, on y va avec le principal de notre travail, celui de développer notre intelligence émotionnelle et apprendre à gérer notre colère. Parce qu'on sait que la colère va entraîner comme on l'a dit, plein de conséquences désagréables. Moi, j'aimerais, avant de commencer de parler vraiment de la colère, juste te rappeler une pensée d'Épithète. Tu sais, l'approche émotivo-rationnelle, elle est basée sur les stoïciens. En tout cas, faire une histoire courte, c'est que c'est pas c'est des origines anciennes et un de ses écrits, c'est ceci. Il a été écrit, on peut retrouver ça dans les livres des stoïciens. Ce qui trouble les hommes, là, on parle de l'émotivité. Ce ne sont pas les choses. On parle que c'est pas les situations, ni les événements, ni les comportements des autres. Ni les personnes en général. On dit, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Alors, tu vois, ici... Les idées qu'on entretient dans notre tête. C'est la base de l'enseignement qu'on fait aux gens en coaching de l'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que se rendre compte que l'extérieur, que ce n'est pas l'extérieur, c'est pas les choses, c'est pas les événements qui causent nos émotions, mais c'est les jugements, les interprétations que l'on porte sur cet extérieur-là qui va causer notre colère. Alors, quand on applique ça,
c'est ce que je me dis. Hein? C'est pas ce que les autres font, c'est pas leur comportement, mais c'est ce que je me dis puis ce que je pense dans ma tête en rapport aux actions des autres et non pas leur action elles-mêmes. OK? Alors, dans les faits, si on regarde, là, les auditeurs peuvent, si je reprends le même exemple que tantôt, est-ce que votre comportement face à l'enfant qui laisse son sac d'école sur le bord de la porte, est-ce que vous vivez toujours la même émotion avec la même intensité quand ceci se produit? Ça, c'est pas certain. Probablement qu'une journée, on est plus de bonne humeur, ça nous dérange un peu moins. Oui, alors on va prendre ça à la légère. On va être moins interprété que c'est la fin du monde. Il faut qu'il ramasse, il faut qu'il se soumette aux règles. Et le lendemain, pour toutes sortes d'autres raisons, on va dire oui, là, ça n'a pas de bon sens. Faut pas qu'il laisse son sac traîner. Il faut pas, ça c'est mortel. Ouais, mais c'est sûr que si la belle-mère arrive dans 15 minutes, on a tendance à vouloir que tout soit parfait et impeccable. Exactement, mais l'idée là-dedans, c'est reconnaissez une chose, que face au comportement du conjoint ou de l'enfant, vous ne vivez pas toujours la même émotion avec la même intensité, même si ce comportement se reproduit. Absolument. Ceci prouve quoi? Que c'est pas le comportement. Si c'était le comportement, on vivrait toujours les mêmes émotions avec la même intensité. Et le comportement, là, devient l'occasion qui nous permet d'interpréter ou de nourrir nos interprétations, qui nous font vivre ces émotions-là. Exactement. Et l'interprétation, c'est souvent des attentes qu'on a, mais on les transforme en exigences. Absolument. Parce que je me dis, moi, je le veux, moi, je pense que c'est bon, ça devrait. Parce que je pense que c'est positif, avantageux pour moi, l'autre devrait. L'autre devrait, devoir encore. Et c'est de là, tu sais, ces obligations qu'on a, là, c'est ça qui va causer notre colère. Toutes les obligations, les devoirs et les obligations qu'on a envers, exemple, prenons le parent envers l'enfant. Tu dois finir de manger ton assiette. Hein? Tu dois pas me parler sur ce ton-là. Tu dois me dire toujours la vérité. Tu dois pas agir comme ça. Alors, ces obligations qu'on donne à l'enfant démontrent qu'on a en tête le devoir, une loi qu'on a dans la tête que l'enfant devrait respecter cette loi-là parce que nous, on considère que c'est la bonne chose. Tu devrais, devoir. Devoir, ça crée une obligation. L'obligation, ça crée un stress instantané. Je vais aller précisément... Si je dis devoir à toi, je viens de te donner une belle occasion de vivre du stress. Oui, mais l'important ici, ce soir, c'est lorsque tu mets le mot devoir à l'égard de ce que les autres devraient faire... Tu viens d'inventer une loi dans ta tête. Mais tu es en train de te causer ta colère. Oui. C'est là qu'il y a cause de la colère. Et c'est ce qu'on se dit. Cette colère-là, à ce moment-là, il n'y a que toi qui la vis. Il n'y a que toi qui en souffres. Exact. Sauf si tu t'adresses avec violence à l'autre personne. Exactement. Mais sinon, ta colère ne fait pas souffrir l'autre personne. Jamais. Sinon, je me dirais, le principe est bon. Tu me fais chier, je m'en vais chez nous, je me mets en colère un bon 15 minutes en me disant l'autre va payer pour en même temps. Mais ça marche pas comme ça. Non, si je fais ça, il y a juste moi qui vis ma colère. Il y a juste moi qui souffre de ça. Il n'y a que moi qui me prive de cet instant de vie-là. Puis avec tous les symptômes, puis les retombées qu'on a parlé tantôt qui peuvent être très négatives. Je pense qu'il n'existe pas vraiment des positifs. Non. Je reviens sur les obligations. Tu sais, entre conjoints, là, j'entends souvent, tu dois m'aimer, tu dois me dire, tu dois jamais me laisser tout seul, tu dois être prêt, là, quand je te le dis, là, dépêche-toi, tu dois être prêt. Tu comprends? À partir de là, toutes ces lois entre conjoints, c'est sûr que ça manifeste... Entre n'importe qui. Du moment que je dis tu dois à quelqu'un, je viens d'inventer une loi. Exactement. Et quand tu inventes une loi, prends le temps de la publier pour être certain que tout le monde soit au courant de la loi. Sinon, il n'y a que toi qui le sais. Parce que là, tu es en train de parler des lois qu'on appelle des lois personnelles. Absolument. Tu comprends? Il y a une sorte de loi qui est obligatoire et qu'on doit respecter, c'est les lois naturelles. On n'a même pas besoin de se battre, là. Même si je dis...
qu'il arrête de neiger, la neige n'arrêtera pas de neiger parce que j'ai dit ça doit pas neiger. À moins que tu aies vraiment une super de bonne influence avec le voisin d'en haut, je pense pas que ça fonctionne. Ah, tu vois, les lois naturelles, les autres, sont inviolables. Même si je me mets à me rouler à terre, elle va s'appliquer automatiquement. Alors, la loi que tu parles, c'est les lois qu'on se fait dans notre tête. On se crée des lois personnelles et on oblige les autres, justement par l'exigence, de respecter ces lois-là. Ouais, répondre à nos exigences. Exactement. Mais dans le fond, que même si on a ces lois-là dans notre tête, les autres sont pas plus tenus obligatoirement de les respecter. Absolument pas. Regarde donc, il y a d'autres lois, là, ça c'est ma loi à moi, mais on a des lois comme humains, là, on établit des rythmes de loi, là. Oui, il faut quand même que la société se contienne Mais en un pourquoi tu morceau. crois qu'on a créé des lois? Est-ce que c'est pour enlever des droits? Je pense beaucoup plus que c'est pour que la société se tienne en un morceau. Justement parce que j'ai pas le droit de tuer mon voisin, mais si on y réfléchit comme il faut, il n'y a rien qui m'empêche de le tuer pareil. Exactement. Tu sais, dans le fond, là, prenons, parce que je sais qu'il y a des oreilles qui doivent rougir, là, au bout pour nos auditeurs. On part du début. Les lois humaines sont faites pour régir, réglementer. C'est pas là pour enlever des droits, mais réglementer. Faire en sorte que qu'on puisse... Une certaine harmonie. Harmonie. Mais on applique nous-mêmes, les humains, des conséquences. Mais c'est pas parce que ces lois-là sont écrites que personne a le droit de les violer. Non, la preuve, c'est aller faire un tour sur l'autoroute, vous allez voir que c'est super facile à violer une loi. Les lois humaines, oui. Et à partir de là, on se rend compte que plus on met les lois humaines, elles ne s'appliquent pas automatiquement. Alors, comment votre loi personnelle va faire en sorte que l'autre va automatiquement être privé puis il va le faire automatiquement? C'est pas de même que ça marche. Non, surtout que si on regarde froidement la situation, à peu près dans la tête de chaque être humain, il se passe la même affaire. Et tout le monde a des besoins, des envies, des exigences qu'il se crée. Et à ce moment-là, quand moi j'impose mes exigences, c'est comme si je me prenais pour le bon Dieu, exact. Mais j'oublie que l'autre aussi a des exigences dans sa tête. Et à ce moment-là, je peux me demander, moi, qu'est-ce que je fais pour répondre aux exigences de l'autre? J'impose les miennes, mais je fais quoi pour l'autre? Exact. Mais là, c'est pour ça que je dis, défaisons l'idée de l'exigence, allons plutôt à la préférence. Hein? Parce que l'exigence, c'est dire, tu devrais faire ça, tu ne devrais pas faire ça, et ça va causer la colère. À partir de notre volonté. Exact. J'aimerais, je veux, je désire, je préférerais. C'est la meilleure chose à faire. Parce que dans le fond, pour diminuer l'intensité de notre colère, c'est reconnaître et admettre que l'autre personne, au moment où elle fait ce qu'elle fait, il n'y a aucune loi naturelle qui va l'empêcher de faire ce qu'elle fait. Personne, il n'y a pas de loi qui s'applique. Sinon, elle serait pas capable de le faire. Absolument. À partir du moment où elle est capable de le faire, on peut peut-être manifester notre désir, notre attente. Alors, je préférais, comme tu le disais tantôt, garder en tête que l'être humain, quand il fait quelque chose, s'il le fait, c'est parce qu'il pense que c'est bon pour lui, là. Nécessairement, oui. Et à partir de là, et même, on dit, quand on agit aussi sur le coup de notre émotivité. Mm-hmm. Fait que, si toi, t'as fait une chose que moi, je considère que c'est une bêtise, ben, t'avais le droit de faire la bêtise. La preuve, tu le fais. Oui, le bon Dieu m'a pas foudroyé sur place, ça veut dire qu'il, lui, me donnait la permission. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de reconnaître que je n'apprécie pas sans exiger que tu ne le fasses pas. Exactement. Ça va amener un peu plus de calme. Par contre, je peux utiliser de persuasion pour que t'inciter à ne pas faire ce qui pourrait me déranger ou être dangereux pour toi ou pour les autres. Et c'est là, quand on est plus calme, qu'on est plus posé, on peut amener à l'autre à comprendre qu'il y a des conséquences, surtout si je suis un parent, appliquer des conséquences raisonnables, mais ça donne rien de crier, de chialer après l'enfant, ça avance pas à grand-chose. Si on revient à nous-mêmes, si moi, quelqu'un s'adresse à moi en criant, je suis déjà pas réceptif, j'ai pas envie de coopérer. Donc, si moi, j'arrive devant quelqu'un en criant, je peux me dire sensiblement la même affaire. La personne n'est pas réceptive tout d'un coup, là. Si je veux
l'attention de la personne, si je veux quelque chose à cette personne-là, c'est beaucoup plus simple de m'adresser sans crier, sans agresser la personne. Exact. Alors, on voit qu'il y a plusieurs moyens. Nous, on recommande d'aller voir dans notre tête si on n'a pas des exigences et tenter de changer ces exigences-là en mettant ça en préférence et exprimer à l'autre quels sont nos désirs, nos attentes et à s'affirmer sans hostilité. C'est la meilleure façon pour nous qu'on enseigne pour que les gens apprennent à vivre plus heureux. Oui. C'est pas nécessairement toujours super facile, mais c'est encore un... Je dis aux gens, ça vient avec la pratique. À force de... Même si je m'en rends compte après, le fait d'avoir pris conscience que j'ai dépassé la limite. Ah oui, j'ai senti monter l'émotion. Ah, je reconnais l'émotion. Félicitez-vous d'avoir pris conscience parce que vous êtes en train de attraper votre trail qui va faire qu'à un moment donné, ça va être le chemin facile dans votre tête et que vous allez prendre naturellement vers la compassion, la sérénité, le bonheur, au lieu de la colère, l'agressivité, la violence. Exactement. Alors, cet apprentissage, à force de le répéter, à force de se remettre à repenser, apprendre à identifier l'intensité de notre colère, apprendre à identifier les pensées qu'on a d'exigence et apprendre à changer ces exigences par des mots de préférence et exprimer nos attentes. De là, on va avoir des conversations et des discussions beaucoup moins violentes et agressives. Et beaucoup plus agréables. Et probablement, on va atteindre beaucoup mieux nos objectifs. Oui. Là, on arrive à la fin de l'émission, ma chère amie. On n'a pas une conclusion avec ça? Je te laisse 1 minute pour faire la conclusion. OK. Alors... Tu dois faire la conclusion en 1 minute. Je pense que j'accepterai que tu me partages ton désir et tes attentes. Alors, comme on a dit tantôt, l'important de reconnaître, c'est lorsqu'on est en tête là, tu m'enrages, tu me mets en colère, évitons ça. Je me sens en colère, exprimer cette colère-là, je me sens pas bien et à partir de là, en l'exprimant, il se retire. Tant, c'est que la colère, bien sûr, que dans toute communication, c'est elle qui va détruire la communication. Je vous invite, si vous voulez avoir des outils pour aider vos enfants, il y a un site Internet qui existe pour les outils pour développer l'intelligence émotionnelle chez vous tout petits, qui s'appelle savez-vous planter des choux.com. Alors, le savez-vous avec un Z, planter avec un R, deschoux.com. Vous allez trouver des outils, des boîtes à outils à télécharger pour montrer à vos enfants, leur apprendre à identifier leurs émotions, apprendre à gérer leur colère. Il y a un bel émotivomètre aussi qui permet aux gens d'aider les enfants à identifier leurs émotions. Puis, je vous invite à notre groupe Apprendre à vivre heureux sur le Facebook. À partir du moment où vous demandez d'être participant à notre groupe, nous vous acceptons d'emblée et vous allez pouvoir retrouver sur le Facebook Apprendre à vivre heureux, le groupe, toutes les émissions qui ont été enregistrées depuis le début et vous allez pouvoir les réécouter et ça va nous faire plaisir d'avoir vos commentaires. Bonne semaine, ma chère amie. Bien, merci beaucoup. Ça fait fort agréable. Absolument. Merci. Vous écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron.